mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, on est le mercredi 30 novembre 2022 et c'est la dernière de la semaine. Et si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez tout simplement nous appeler au numéro suivant 021 23 98 91 021 23 98 91. Nous poser des questions, partager avec nous vos expériences, nous parler des films d'horreur peut-être qui vous ont marqué, des jeux violents auxquels vous jouez, parce que le thème du jour est le suivant: jeux et films d'horreur, l'influence sur les enfants. Alors, frayeur, sang, comportement agressif, cris, fantômes, c'est ce qui constitue en général les films d'horreur. Les jeux violents ne sont pas en reste. Effectivement, l'enfant est l'acteur de ces pratiques terrifiantes dans ces jeux vidéo justement. L'esprit de l'enfant est-il suffisamment mature pour vivre ces situations, même si ce n'est pas réel? Quel impact cela peut avoir sur son développement? On en parle aujourd'hui avec nos spécialistes. Alors j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Dr Chawqi Kitoun. Vous êtes pédopsychiatre. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. On a aussi avec nous les filles, avec les rubriques. Samira Hajamar avec la rubrique Pêle-mêle. Bonjour Samira. Bonjour, bonjour à tous. Ravie d'être ici avec vous. Et dans cette thématique, je vais m'arrêter de parler. C'est les autres. C'est une thématique qui parle à beaucoup de personnes. Oui, le cinéma. Voilà, le cinéma, l'horreur, les films d'horreur. Exact. Et ça parle beaucoup à une autre personne. Parce qu'elle est aussi fan de... On est fan de la même chose. Ouais, avec Wahida, c'est le Mchrif avec sa rubrique Kouicher. Bonjour Wahida. Bonjour Monia, ça va? Ben, oui, alhamdoulilah, tranquille et très heureuse de parler de ce thème qui... Voilà. C'est une passion, on va dire. Voilà, les films d'horreur, les enquêtes criminelles, ce genre de choses. Justement, on va parler de ça aujourd'hui et on va décrypter un peu ce qui se passe en ce moment. Pourquoi on les aime justement? Oui. Pourquoi il ne faut pas exposer les enfants à tout ça? On en parle et je vais te surprendre, Monia, aujourd'hui avec des statistiques. Ah oui, super, magnifique. Et nous aurons aussi par téléphone Monsieur Karim Nate Medjani, qui est président de l'association Danger Écran Formant et Informant. Il interviendra tout à l'heure par téléphone pour justement parler de ce sujet-là, des jeux violents, des films d'horreur violents, l'origine de ces jeux violents, d'où ça vient. Et nous aurons aussi Elias Benziane aussi, qui sera aussi, c'est un spécialiste aussi des films d'horreur, qui sera aussi avec nous par téléphone tout à l'heure pour en parler. Alors pourquoi les êtres humains se racontent et se transmettent des histoires horribles et épouvantables depuis la nuit des temps, docteur? Pourquoi on aime se raconter ces histoires-là? Tout simplement parce que ce sont des histoires qui sont attirantes, qui sont attractives, qui captent l'attention. Majoritairement, ça se fait, d'ailleurs on le voit avec des groupes très très jeunes. Des fois ils sont mélangés entre préadolescents, adolescents et enfants. Donc c'est une pratique, si on parle des histoires, on ne parle pas des... Oui, parce qu'avant on se racontait des histoires effrayantes, voilà, le soir avant de dormir, surtout quand on se retrouvait le week-end avec les cousins. Et c'était à qui avait l'histoire la plus effrayante. Voilà, c'était exactement ça, il y avait même des jeux. Tout simplement, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose donc, qui attire l'attention, qui capte l'attention. Donc il y a le partage, si on peut dire le plaisir, c'est le plaisir d'avoir peur. Il y a le partage, donc le plaisir de partager une activité en groupe. Aussi, on a cette montée d'adrénaline. Donc où on se sent en tension. Forte. Voilà, c'est ça. On est en tension, on a le cœur qui palpite, qui court un petit peu, la respiration donc, qui devient de plus en plus courte. On est capté par cette histoire. Donc c'est un petit peu la recherche de cette sensation forte, si on peut dire, qui est recherchée donc, chez ce type. On recherche cette sensation forte parce que par la suite, ça nous fait du bien. Parce qu'après après le passage de ces tachycardies, de ces frayeurs et tout ça, on parle plus de frayeurs, mais en général, c'est plus de l'angoisse et de l'anxiété. Mais après ça, la tension retombe et on se sent mieux, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Juste ensuite, donc, il y a un relâchement, donc une sécrétion de la dopamine qui est l'hormone du plaisir, où on est complètement détendu. Et il y a aussi donc, la participation affective qu'il ne faut pas oublier donc, de cette pratique. Voilà. Exactement. Donc avant, quand on était jeune, je pense que tous on a vu des films d'horreur et ça nous a marqué. Mais avant ça, je pense déjà la maman pour faire dormir ses enfants, donc il dit bololo déjà, elle est oui. Ça, on a juste pour la menace, pour dormir, pour la sieste, le bololo, donc on imagine déjà les monstres. Oui. Sans compter dans les histoires, il y a bien sûr les personnages. Après, si je peux dire, si c'est une pratique, on va dire,
souhaitable, bon, on ne dira que non. Parce que l'effet recherché avant de s'endormir, c'est l'apaisement, c'est le relâchement, et pas l'inverse. Exactement. Partir dans ce terrain-là, c'est risqué d'avoir une mauvaise nuit pour l'enfant, avoir des frayeurs nocturnes et ce genre de choses. Oui, avoir donc une insomnie d'endormissement. Il ne va pas, donc, au lieu de s'endormir rapidement, il va prendre beaucoup de temps pour dormir et peut-être avoir des cauchemars avec des réveils donc, au cours de la nuit, ce qui va donner effectivement donc, une mauvaise nuit de sommeil. Voilà. Et voilà, après les histoires, parce qu'on se racontait les histoires et tout ça, mais à un certain âge, on n'était pas en âge de regarder les films d'horreur, mais avant on ne le savait pas forcément. Moi je me rappelle de L'Exorciste, je me rappelle de Ça, il est revenu, le clown. Est-ce que vous connaissez ça, le clown? Quelle horreur, le clown. Quelle horreur. Et les petits-enfants dans les films d'horreur. Exactement, c'était des films d'horreur qui n'étaient pas destinés aux enfants, mais nous jeunes, on les a pratiquement tous regardés. On voulait regarder ce genre de film. Il y a eu Dracula aussi. Oui, ça c'est King Kong, les premiers, bien avant, oui. Dracula, Dr Jekyll et Mr Hyde. Je préfère le livre, j'adore le livre. Dr Jekyll et Mr Hyde, oui. Ils sont meilleurs et ils sont adaptés au cinéma. Oui. Donc voilà, on a été bercés aussi un petit peu par les films d'horreur. Alors le fait de laisser les enfants regarder les films d'horreur avant, les parents n'étaient pas vraiment au courant des méfaits des films d'horreur sur les enfants. Est-ce qu'ils étaient assez matures justement pour supporter ces scènes, que ce soit de violence, d'angoisse, voilà. Alors pourquoi les enfants ne doivent-ils pas regarder des films d'horreur? Des films d'horreur. Je vais reprendre ce que vous avez dit, c'est que déjà actuellement, ce qu'on essaie un petit peu de faire, c'est un travail de sensibilisation et de cadrer ce que le parent et l'enfant, surtout l'enfant, peut faire. Regardez, c'est-à-dire, moi personnellement aussi, donc moi j'ai regardé d'ailleurs j'en garde un petit peu un mauvais souvenir par rapport à l'exorcisme. Je pense que j'avais 8 ans. C'était l'exorcisme d'Emily Rose. Et la scène où elle est au plafond. C'est exactement ça. Il y a plusieurs scènes. Hein. Je pense même l'actrice s'est suicidée ou quelque chose comme ça. Même après le film, l'équipe de tournage des films, ils ont eu une malédiction. Il y a eu comme une malédiction qui a frappé toute l'équipe aussi du film. On en parle jusqu'à présent. Voilà, c'est exactement ça. Donc, il faut savoir que l'enfant est curieux de nature. L'enfant est curieux de nature, surtout quand on lui interdit quelque chose. C'est-à-dire, quand on interdit quelque chose, on dit ne fais pas ça, lui il comprend, je fais ça. Voilà. Donc, à un moment, il y a même un problème dans la compréhension de la négation. C'est pour ça qu'il faut directement donner l'instruction que d'interdire ou bien formuler par une négation. Il faut dire que voilà, ce film c'est pour les plus grands et à ton âge, c'est pas bien de regarder ce genre de film, ou que dire non, ce film tu le regarderas pas. Non, comment expliquer justement, comment dire à l'enfant? Expliquer tout simplement que voilà, c'est que pour lui, donc c'est-à-dire expliquer ce qui est adapté pour lui et ce qui n'est pas adapté pour lui. Dire que ce film-là, donc pas pour l'instant, quand tu vas grandir un petit peu plus, donc ça sera dans 1 an, dans 6 mois, c'est-à-dire on temporise un petit peu. Mais directement interdire, parce que vous savez que vous pouvez vous endormir, il peut facilement aller donc sur le PC ou bien aller sur Justement, maintenant, on est à une ère hyper connectée où les enfants ont leur propre tablette, smartphone, où ils peuvent télécharger des pièces de la maison. Exactement, ils peuvent télécharger des applications pour regarder des films. Et si on ne surveille pas, ils peuvent très bien regarder des films d'horreur et sur les applications. Il y en a beaucoup. Donc, c'est pas toujours évident de surveiller tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le plus gros travail à faire ici, surtout ici, moi je parle de notre pays, c'est que, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les parents, c'est un problème générationnel si on peut dire. C'est que toujours la génération d'avant n'arrive pas à suivre la génération d'après. Après, il y a des conflits. Il faut savoir qu'actuellement, la mise, comme vous parlez d'hyperconnectivité, c'est un problème dans le sens où les parents sont dépassés actuellement, que ce soit par les jeux, que ce soit par les scènes auxquelles l'enfant peut être confronté. Et il faut savoir aussi qu'on doit éduquer ces parents-là, leur dire qu'il y a un contrôle parental, que l'écran, c'est pas tout le temps, c'est pas, donc, il ne doit pas être à disposition. C'est comme un outil. C'est comme par exemple un marteau ou un tournevis. On ne dépend pas du tournevis ou du marteau. Exactement.
ça doit rester un outil, c'est-à-dire il ne doit pas y avoir de dépendance, il faut faire de la prévention par rapport à ça. Parce qu'une fois, et là je m'avance un petit peu par rapport aux jeux vidéo et tout. Justement, j'allais vous poser la question, parce que là on a commencé à parler de films d'horreur, mais dans le thème c'est les jeux vidéo violents aussi. C'est un fléau, les jeux vidéo violents, parce que les parents ne jouent pas aux jeux auxquels leur enfant joue. Souvent parce que c'est l'enfant qui demande voilà, je veux tel jeu parce que mon camarade joue à ce jeu-là, ou parce qu'il a entendu dans la cour de récré que c'était un jeu intéressant et tout ça, et après il est confronté à des situations très violentes. Et comment faire le tri, et justement les jeux violents, quel impact peut avoir les jeux violents sur l'enfant? Je vais reprendre ce que vous avez dit. De tout ce que vous avez dit, c'est très pertinent. Et si on devait, c'est-à-dire mettre le doigt sur le problème, on va dire que c'est un problème d'éducation. Actuellement, c'est un problème d'éducation. Si je prends par exemple l'exemple des jeux vidéo, on ne peut pas, ça veut dire le jeu vidéo déjà, c'est déjà un sujet très sensible. Entre parenthèses, je veux rappeler que vous êtes aussi gamer un petit peu. Oui, moi de tout temps, moi je me rappelle je suis passé par toutes les jusqu'à présent. Oui. Actuellement, j'arrive plus trop à jouer parce qu'il y a des priorités. Il y a des priorités. On n'arrive pas. Moi, je suis un passionné du jeu vidéo. C'est pas. Mais c'est pour ça que il faut un petit peu, c'est-à-dire prendre des pincettes avec ce sujet, dans le sens où c'est comme d'ailleurs le jeu vidéo, il est actuellement considéré par certains comme le 8e art. Il faut savoir que c'est toute une industrie. Que c'est comme dans la télévision. Donc on a des artistes, on a des dessinateurs, des musiciens, des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, des programmateurs, il y a de tout. Donc c'est une industrie. Donc on ne peut pas se dire jeter la pierre comme ça. Il y a des artistes, il y a des histoires qui vous emmènent. D'ailleurs, il y a beaucoup... L'OMS a dit qu'il fallait jouer au cours du confinement à des jeux vidéo, histoire de... Après, c'est le contenu. C'est comme tout art. C'est comme, par exemple, la musique ou bien les films, il y a des thématiques. Et il y a un public ciblé. Après, maintenant, quand vous dites s'il y a un jeu où il y a des décapitations, quand on décapite quelqu'un, et c'est surtout actuellement avec les moteurs graphiques qu'il y a, c'est très très réaliste. Exactement. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point, d'ailleurs, on est arrivé actuellement avec des moteurs graphiques, à ne plus faire limite la différence entre le réel et la 3D. C'est pour dire. Après, donc, on revient, c'est que cet enfant-là, on lui donne le jeu, c'est qu'on lui offre l'outil. On va lui offrir un outil adapté à son âge. C'est pour ça que je parle. Les parents déjà, ils doivent avoir une éducation par rapport à ça. Ils doivent connaître, par exemple, le PEGI. Donc quand on achète un jeu vidéo, ou bien même sur les smartphones et autres, il y a donc l'âge recommandé de l'utilisation. On ne le regarde pas vraiment, c'est tellement écrit tout petit, interdit de moins de 18 ans et tout ça. Voilà, c'est ça. Par exemple, le PEGI, c'est un truc donc européen qui est, je pense, développé, qui est un petit peu, qu'on retrouve sur, je pense, 36 pays, je pense. C'est qu'on a donc du plus 3, donc il y a jusqu'à plus 18, et on a 8 sous-catégories qui disent ce qu'il y a dans le jeu. Propos obscènes, violence, scène... c'est une classification en fait. C'est une classification, voilà. C'est une classification. Et plus de 3 ans, là je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans, il vaut mieux pas exposer les enfants aux écrans. Quand on parle de plus de 3 ans, ce n'est pas, c'est-à-dire dire le contenu, donc il est adapté aux enfants de plus de 3 ans. De plus de 3 ans, voilà. Mais justement, est-ce qu'il y a... On ne peut pas exposer aux enfants, on l'a dit plusieurs fois dans l'émission, et notre intervenant de tout à l'heure, M. Ait Mudjani, le dit tout le temps, et un enfant exposé aux écrans dès le jeune âge, c'est très mauvais, juste à 3 ans, 4 ans, c'est pas très recommandé. Pour ne pas... Non, est-ce qu'il y a moyen de... Non, c'est pour ne pas aussi tomber dans je ne parle pas d'exposition des enfants. Non, on parle là, je parle de la classification. La classification. Ils auraient dû, dans la classification, dire peut-être que les jeux vidéo sont déconseillés aux enfants de moins de 6-7 ans par rapport à l'exposition aux écrans. Et puis au-delà, faire une classification au-delà. Dès le départ, dire que
il n'y a pas de jeu pour les enfants de 3 ans. Après, vous savez, c'est mon avis, hein, je partage mon avis. Après, ça reste une industrie. Oui, justement. On va se mettre comme d'accord. pas mal d'industries, comme on a parlé du tabac, comme on a parlé de pas mal de choses. Je pense que vous en avez des milliards. Qui génèrent, D'ailleurs, actuellement, dernièrement, Microsoft a racheté un studio de Activision Blizzard. On va essayer de ne pas trop donner de marque. Bon. On a racheté un studio, c'est pour vous donner l'ampleur de ce marché. Un studio a été racheté à 70 milliards de dollars. 70, pas millions, milliards. Oui. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, ça reste une industrie. Après, on parle de jeux, ils peuvent être ludiques, donc ça doit être cadré. Ça doit être cadré, parce qu'il y a aussi des avantages comme il y a aussi des inconvénients. On va voir tout ça. On va suivre d'abord un reportage de notre journaliste Yasmine Belhaïja, qui nous parle justement, qui est descendu justement dans la rue, tendre le micro aux passants pour avoir leur avis. On revient tout de suite après. Des enfants et des petits-enfants. Mes enfants ont 28 et 27, ou les petits-enfants 3 ans et 2 ans, et 1 an. C'est déconseillé de laisser les enfants voir des films d'horreur. Par exemple, il allume le feu. C'est un film, il prend ça au sérieux. ينجم يقلدهم. ينجم خراقته بالموس. لا لي فيلم نحيو لهم سي با لا بين. ميم لي ميكي كاين بعد لي ديزني هذوك كاين فيهم شويه سي با سا لا تشوفهم لازم تعسهم ولي سورفيي. عندي صغار، عندي طفيله وطفيل صغير، وحده 12 ans والاخر 8 ans. Ils n'ont pas le droit parce que c'est pas bien pour eux, c'est pas bien pour eux. Donc تلعب على كيما يقولوا النفسيه تاعهم، كيما يقولوا même psychologiquement c'est pas bien pour eux parce que مازالهم صغار ما يعرفوش بلي c'est pas vrai واش راهو يصرا واش ماهوش يصرا. دونك من داك يديروا دي رياكسيون، كاين من داك يشوفوا لي فيلم دور من بعد داك يرقدوا يولوا ينوموا عفايس. دونك c'est pas bien. وفوالا كاين ثاني اللي يعاودوا يديروا كيما هما يديروا عفايس اللي sont pas bien. En plus هما صغار ما يعرفوش. Donc on doit surveiller les petits, on va leur يشوفوا les films d'horreur. يلعبوا surtout les jeux, donc ما نعسوهمش حنا بزاف les jeux. كاين des jeux اللي sont pas bien pour eux. Voilà. أنا عم أختي عندي دراري، واحد فيه عمره 13 سنة، واحد فيه عمره 11 سنة، واحد 8 سنين، الآخر 7 سنين. يبارك فيك يعيش. سي يشوفوا لي فيلم، يشوفوا لي فيلم تاع الخلعة، ما يخافوش. والله ما يخافوا. دي فوا نخليهم، علاش نكذب على أختي نخليهم، دي فوا نعسهم ما نخليهمش، مي كي يشوفوا يحبوا يشوفوهم ما يخافوش. C'est ma petite cousine. Oui, elle regarde. Non, toi, j'ai des films d'horreur. Oui, bien sûr. Oui. أنا كي نحب نشوفهم كي نخاف، أنا نحب نزيد ما نخافش. وي باسكو يعطولك شغل ديك المتعة كي تشوفهم. شغل نحب كي نشوفهم، شغل يعطولك المتعة كي تكون تشوف فيهم ونحس بالخوف. ألوغ لا في الليل. Elle est très courageuse. Très courageuse. مرات درتها ديجا لاختي، كانت قاعدة في الكوزينة، أخويا أنا لبست حاجة كحلة، هي ما كانش تشوف فيا، حسبتها كنت راقدة وأنا درت روحي راقدة، إيبا رحت وخلعتها درت لها طاح لها الكاس كسرت الأرض قاعدة تدير. Voilà, c'est ce qu'on disait, Boulolo, le loup et ce genre de choses. Donc voilà, certains parents disaient qu'ils autorisaient, que leurs enfants n'avaient pas peur. Mais la peur, sur le coup, peut-être qu'ils n'ont pas peur. Mais est-ce que ça peut engendrer des choses plus tard ? Ce qu'on a vu sur le reportage, c'est un petit peu l'illusion du parent. Parce que le parent se met à la place de l'enfant. Mais il ne sait pas ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Et c'est ça un petit peu la problématique qu'on retrouve. Si on se dit que nous on a atteint un âge de maturité, ce n'est pas le cas des autres, surtout des tout petits. Après, le parent, c'est comme l'exposition des écrans à un bas âge. Vous trouvez donc des parents qui exposent leurs enfants, mais c'est l'illusion, donc ils ont une fausse perception du désir de l'enfant. Ils interprètent mal. Un enfant n'a jamais demandé un écran à bas âge. Oui. Puis c'est d'ailleurs on l'appelle le stade sensorimoteur, c'est plus par le sens et à la motricité qu'il apprend. Exactement. Il doit apprendre de son environnement qui est 3D, contrairement à l'écran qui est... voilà. Alors justement, quand un parent ou les parents décident d'offrir un jeu, et ça arrive fréquemment, pour un anniversaire, pour une occasion, ils offrent un jeu vidéo à leur enfant. C'est très rare où ils prennent vraiment la peine de se documenter sur les risques que contient le jeu.
ils ne sont pas en train d'implanter une addiction, une drogue future, hein, avec le temps, à leurs propres enfants. Pour vous dire, ce que vous dites est juste. Actuellement, les parents ne se documentent pas. C'est-à-dire que c'est à travers du bouche à oreille. Ah, mon enfant m'a demandé ce jeu, je lui achète et puis voilà. Je fais de même. Voilà. Il y a une mode aussi dans les jeux, hein. Il y a des tendances. Voilà. Donc on fait de même. Il faut savoir que 90% des enfants ou des adolescents jouent. D'ailleurs, il faut savoir une chose, la moyenne d'âge des personnes qui jouent aux jeux vidéo, donc c'est 34 à 39 ans. C'est pour dire, c'est pas que tous les petits. Oui. À l'étranger, on a, je pense, c'est 52% pour les garçons et 48% pour les filles. Quand même. C'est pour dire, c'est quelque chose de générationnel. On ne peut pas, c'est-à-dire priver son enfant de quelque chose dont tous ses autres amis ont. Oui, c'est clair, on ne peut pas le priver, mais il faut un peu essayer de gérer, essayer de surveiller, essayer de faire tout ça. On va continuer à en parler, mais nous avons avec nous par téléphone Monsieur Karim Nate Medjani, président de l'association Danger Écran Formant et Informant. Alors, bonjour Monsieur Nate Medjani. Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, aux invités que je salue parce que c'est des grands amis. Et bravo pour tout ce que vous faites encore, Madame Mouniaoueti, c'est magnifique. Vous informez les parents des dangers du mauvais usage de toutes ces choses-là qui sont très néfastes quand elles sont mal utilisées. Merci à vous de répondre à chaque fois à nos invitations. Alors, l'origine des jeux vidéo violents, d'où ça vient justement ces jeux vidéo violents ou pas violents? Ça tire son origine d'où? Merci pour cette petite question parce qu'en fait, moi, quand je m'intéresse à ça, comme vous le savez, ça fait 36 ans que je m'intéresse à l'effet de l'écran en général et je me suis plongé dans l'histoire des jeux vidéo, d'où ça venait. Il ne faut pas oublier, donc tous les parents qui nous écoutent, il ne faut pas oublier qu'est-ce que c'est déjà. Je reviens aussi sur une partie dont on n'a pas évoqué, les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant et par rapport à l'invention de ces jeux vidéo. Quel rapport avec les droits de l'enfant? Je vais vous dire ça tout de suite. L'invention des jeux vidéo, surtout des jeux vidéo de tir à la première personne, first person shooter, donc tir à la première personne, c'est l'enfant qui joue et qui tire, Et ces jeux-là, en Algérie, ils font ravage. Il y en a dans le monde entier, ils font ravage. C'est les jeux, parmi les jeux les plus vendus. Counter-Strike, par exemple? Alors, justement, par exemple, les parents, quand vous voyez votre enfant, il y a un jeu qui s'appelle... Vous parlez du nom, c'est ça? Oui, Counter-Strike, oui, c'est le jeu de tir le plus célèbre, je crois. L'un des plus célèbres. Il y a un jeu qui a fait des ravages qui s'appelle GTA. GTA, les parents, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Rien que déjà le nom, c'est de stopper net. GTA, ça veut dire Grand Theft Auto. On pourrait le traduire comme grand voleur de voitures. Rien que déjà le titre, on ne doit même pas le donner aux enfants. Donc je reviens à l'origine des jeux vidéo pour savoir que c'est l'armée américaine qui a inventé les jeux vidéo de simulation de guerre, même des simulations de guerre, de stratégie de guerre dans les années 40-50, quand il y avait la guerre froide. Et ils ont inventé ces jeux-là de guerre, de simulation de guerre, de jeux de tir à la première personne pour l'armée américaine, pour les soldats américains, pour les désensibiliser sur le terrain. Parce qu'un soldat, quand il va sur le terrain, pour tuer quelqu'un, il faut qu'il soit formé pour ça. C'est pas naturel de tuer quelqu'un, donc il faut qu'il soit désensibilisé. Ça a même été utilisé par l'armée américaine contre Saddam Hussein en Irak. Donc il faut réfléchir. Est-ce que c'est des jeux, même si c'est des jeux vidéo auxquels on a joué avant? Il faut savoir que les jeux de vidéo d'avant, dont le Dr Kitoun lui-même, Shaoki Kitoun, il a joué à l'époque, ils n'étaient pas en réseau, ils n'étaient pas très addictifs, ils n'étaient pas développés. Oui, il y a toute une armada de gens qui travaillent là-dessus. Il y a aussi des neuropsychiatres. Il y a des neuropsychologues qui étudient le cerveau pour rendre addictifs encore plus ces jeux-là. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la désensibilisation. Ça crée de la sensibilisation et j'aime bien la phrase que je reprends de Michel Desmurger souvent, c'est un directeur de recherche en neurosciences à l'INSERM, et je vous invite à lire ses livres TV Lobotomie et la fabrique du crétin digital qui dit « À force de banaliser la violence, on repousse les limites de l'inacceptable. À force de jouer, ça devient naturel de faire des bêtises, de ne pas écouter, de pas faire de choses. Donc ces jeux-là, il ne faut pas oublier d'où ils viennent, pourquoi ils ont été faits. Alors les droits de l'enfant qui ont été ratifiés c'est la ratification qui a été faite la plus puissante dans l'histoire de l'humanité. C'était vraiment pratiquement tous les pays qui ont signé cette charte-là. Bon, il y a que les États-Unis qui ne l'ont pas ratifié. Ils ont signé la convention, mais ils ne l'ont pas ratifiée. D'un point de vue juridique, ça a fait quelques petites différences. Mais bref, tout ça pour dire que l'ensemble des pays, ils ont signé les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, c'est quoi? C'est protéger l'enfant.
Quel rapport a donné à des enfants quand on veut les protéger? Quel rapport il y a à donner des jeux vidéo? Quel apport violent? Quel apport ça peut leur apporter à ces enfants-là? On doit dans les droits de l'enfant, on doit donner tout ce qui est un enfant, tout ce qui est donné à un enfant doit lui être adapté à son rythme, à sa biologie, à sa psychologie. Qu'est-ce qui est adapté, s'il vous plaît, à ces jeux violents où effectivement il y a des scènes obscènes? Je ne peux pas dire les mots, mais tellement c'est hallucinant, chers parents. Ne croyez pas que les jeux vidéo, ils ont été inventés pour les enfants. Ils n'ont pas été inventés pour les enfants. Ils ont vu l'industrie, le docteur Kitoun en a parlé, ils ont vu l'argent que ça pouvait rapporter. Un enfant ne se contrôle pas, il devrait être tout simplement strictement interdit. Vous entendez? C'est interdit. Mais allez vous battre avec des gens qui pèsent plus de 600 milliards de dollars. 600 milliards de dollars. Il y a des jeux violents, je parle des jeux violents. Alors oui, il y a des jeux pour lesquels, à partir d'un certain âge, ça peut être ludique. Mais il faut que ça soit très réfléchi. Et malheureusement, tous les jeux dont les enfants, avec lesquels jouent les enfants actuellement, ce n'est pas des jeux ludiques. Hein. C'est des jeux qui sont très addictifs et qui sont très violents. Et je vous dis, il y a des scènes obscènes. Chers parents, ne croyez pas que ces jeux-là sont pour distraire les enfants. Ces jeux-là détruisent pas mal de valeurs qu'on a, nous, en Algérie, qui ont disparu. Et ça, c'est tous les jours, tout le temps. On peut apporter certaines limites dans certains jeux qu'on va choisir avec l'enfant. Et vous avez parlé des PJ où il y a d'autres normes dans d'autres pays. Je ne sais plus comment ça s'appelle, CERO et ESBR, là, chez d'autres pays où ils donnent des normes. Mais ces normes-là, faut savoir qu'est-ce qu'il est fait. C'est celui-là même qui fait le jeu, qui dit ça, vous pouvez jouer à tel âge, c'est du grand n'importe quoi. Donc il y a des normes par rapport à la vulgarité, par rapport à la violence, par rapport à certaines choses. La drogue, il y a de la drogue aussi. Donc ils disent, quand il y a trop de ça, on va pas interdire, d'ailleurs c'est très important ça. Ils déconseillent à un certain âge, alors que ça devrait être interdit, puisque ça viole complètement les droits de l'enfant. On n'a pas à soumettre l'enfant à des images violentes que dans sa vie, il verra jamais. Moi, le premier jeu vidéo violent que j'ai joué, j'avais 19 ans. 19 ans, j'ai joué à, comment il s'appelle, Resident Evil. Je marchais comme ça, je savais même pas ce que c'était. Je marchais dans le jeu, il y avait des chiens morts qui étaient là. Et ils m'ont sauté dessus jusqu'à présent, j'ai 49 ans. Des fois, j'y pense, je me dis la frayeur que ça m'a fait de jouer à ce jeu-là. Ils m'ont sauté dessus, ils m'ont bouffé, ils m'ont mangé, j'arrive pas à bouger. J'ai compris bien après qu'il fallait que je trouve des armes pour les tuer. Donc ça, je dis pas que, mais j'avais 18 ans. Qu'est-ce que ça fait comme effet chez un enfant de 6 ans, 8 ans? Il faut savoir qu'en Algérie, c'est des affaires. Les enfants, ils ont tous les codes de triche. C'est-à-dire que même si vous bloquez Zama votre téléphone, ils ont des codes pour débloquer n'importe quel Android. Ils ont des codes de triche qui leur permettent de ne jamais mourir dans le jeu, d'aller dans des endroits que vous ne savez même pas qu'ils existent. Donc il faut faire très attention. Mes chers parents, dites-vous que le jeu vidéo, il n'est pas fait de guerre, là où on tue, etc., on tire, il n'est pas fait pour les enfants. Donnez-leur de l'attention, de l'amour, et vous-même, gérez vos écrans. Voilà, je crois qu'on a passé les 5 minutes algériennes que j'ai toujours dépassées. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation, et je vais arrêter là, parce que sinon je ne vais pas m'arrêter. Merci encore, Monsieur Karim Aytmedjani. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans l'émission. Alors je rappelle, Monsieur Karim Aytmedjani, vous êtes président de l'association Danger Écran, formant et informant. Merci pour votre intervention encore. Bonne journée à vous. Donc voilà, je pense qu'il a dit beaucoup de choses et beaucoup de choses très intéressantes qui marquent les enfants chez nous. C'est des afrit. Des afrit, mais surtout il a parlé de banalisation. Voilà. Est-ce que ça banalise justement le fait de jouer quand le joueur, l'enfant, c'est lui qui est l'auteur de meurtres, l'auteur de beaucoup de choses qu'on pourra pas citer malheureusement, un minimum de respect, on ne peut pas citer certaines choses. Ça relève de l'indécence. Ça relève de l'indécence, exactement. Quand il est auteur de ce genre d'acte, quelle sera la répercussion sur lui quand c'est un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans? Comme l'a dit tout à l'heure Karim, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a de plus en plus une banalisation de ce qui était inacceptable une génération, on va dire, avant. Est-ce que ça peut, pardonnez-moi de vous interrompre, est-ce que ça peut influer ou banaliser déjà l'acte? Est-ce que cet enfant qui va jouer à ça va le désensibiliser et il va essayer de faire la même chose dans la vie réelle? Ou il va être tenté de faire la même chose dans la vie réelle? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut savoir surtout ces jeux-là, les enfants, on ne trouve pas...
on ne trouve pas, mais on peut trouver des enfants qui jouent à des jeux violents, mais pas par exemple à l'âge de 7-8 ans. Parce que déjà... Si. Ce matin, on était en train de discuter quand les parents ne sont pas au courant. Voilà. Quand les parents ne sont pas au courant, parce que pour nous, c'est banal, parce qu'on ne connaît pas ça, ce n'est pas notre génération. Les parents, en général, ce n'est pas leur génération, les jeux violents et tout ça. Même une fois adulte, on ne voit pas les choses de la même façon. Tout à l'heure, on était en train de discuter avec une collègue qui nous a dit, quand j'ai découvert le jeu de mon enfant, c'était GTA, Grand Theft Auto, j'étais stupéfaite, horrifiée, et tout de suite, j'ai interdit le jeu. Mais je ne savais pas qu'il y avait ça dans le jeu, justement. Donc, il y a des parents qui ne sont pas au courant, qui ne le savent pas. Alors, quand l'enfant est déjà exposé, est-ce qu'un jour, il peut banaliser et se dire « je l'ai fait dans le jeu, j'arrive très bien à le faire et j'adore le faire dans le jeu, je vais le faire dans la vie réelle, avec de vraies personnes, avec de vraies filles, pour ne pas donner plus d'explications, je pense que tout le monde a compris, avec de vrais pour leur voler leur voiture ou faire autre chose ». Bon. Là, c'est-à-dire on va répondre de manière un petit peu médicale. On va répondre un petit peu c'est-à-dire, il faut savoir que jusqu'à l'âge de 10 ans, où l'enfant s'ancre vraiment dans la réalité. C'est-à-dire, quand on parle d'avant 10 ans, on peut avoir cette influence, parce que l'enfant est influençable, il a la tendance à imiter et à vouloir refaire ce qu'il a vu. C'est tout à fait normal. En plus, pas que le jeu vidéo, hein, parce que même quand on parle de maintenant, c'est tous les enfants, on va dire, les préadolescents, tout le monde est connecté. C'est que ce que les enfants donc absorbaient ou bien rencontraient comme obscénité avant, actuellement, on est vers une moyenne de 7-8 ans. Et quand c'est partagé surtout par un groupe, parce que les enfants, ils parlent entre eux dans la cour, moi j'ai vu, moi j'ai fait. Donc, c'est un mimétisme. Donc, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour l'appartenance. C'est pour l'appartenance au groupe. Après, quand vous avez tout un groupe qui partage les mêmes valeurs, on va dire, qui sont complètement à côté de la plaque. Voilà. Ouais. Donc, il y a cette facilité. Donc, pour eux, c'est la norme. C'est ça, c'est qu'ils comprennent la norme c'est-à-dire d'un point de vue qui est complètement décalé. Et ça donne les dépassements qu'on est en train de retrouver dans la société. Oui, des faits divers assez effrayants. Oui, on retrouve des fois, on a la chair de poule. Quand on le voit dans la rue, comment des jeunes enfants peuvent parler de manière vulgaire, s'ils ne l'ont pas entendu dans leur entourage, je ne vais pas dire les parents forcément, mais dans leur entourage immédiat, ils répètent, ils n'ont pas de limite. Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis la dangerosité, surtout quand on parle d'enfants, c'est cette capacité à vouloir reproduire ce qu'ont fait les autres. Il y a eu, avant la pandémie, il y a eu, si vous vous rappelez, c'est une catastrophe. Hein. Pour moi, ça a été terrible ce qui s'est passé avec l'histoire du lapin bleu. Oui, le lapin bleu, je connais la baleine bleue. La baleine bleue, pardon. Voilà. La baleine bleue, c'était pour la préparation des examens. Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est la baleine bleue. Ce qui s'est passé, c'est que, personnellement, hein, moi, on a eu une expérience, c'était à Abjaya. D'ailleurs, il y avait un jumelage à un moment du service de psychiatrie et de pédiatrie pour prendre en charge ces enfants-là qui étaient victimes donc de cette histoire de baleine bleue. D'ailleurs, ce qui m'a interpellé une fois, c'est qu'on est arrivé jusqu'aux tentatives de suicide. Il y a eu des suicides aboutis et tout. Hein. Après, une fois, il y avait, je ne l'oublierai jamais, ça c'était un préadolescent, je pense, de 12-13 ans. Donc il vient, donc sur son avant-bras droit, donc il est arrivé au point de dessiner donc la baleine bleue, une baleine avec une lame. Bon, ils ont découvert ça, ils l'ont ramené. Après, bon, il est très très réticent, mutique et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a juste derrière, on s'entretient avec la famille pour essayer de comprendre comment c'est arrivé. Voilà, comment c'est arrivé. Et vous trouvez son père qui dit, ou bien sa mère, je ne me rappelle plus, qui dit, on pose la question, comment se fait-il que votre enfant se retrouve avec un smartphone, il est connecté à 4 heures du mat. Qu'est-ce qu'il vous répond? Oui, mais c'est son téléphone. Vous imaginez, c'est pour ça que je vous dis, l'outil qui est donné peut être létal à l'enfant. Oui, le téléphone peut être létal, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Le téléphone, il peut être... La mauvaise, voilà. La mauvaise gestion. On peut pas, c'est parce qu'on a le monde dans la paume de sa main. Oui. Et souvent sur des sites ou sur des jeux ou quoi que ce soit, il y a juste une indication, avez-vous plus de 18 ans? N'importe qui peut cliquer, on ne peut pas avoir la preuve
Effectivement. C'est pour ça que nous, on essaie de... Le travail qui doit être fait, en vérité, c'est sur les parents. C'est un travail sociétal. C'est par les spots publicitaires, c'est par la sensibilisation. L'éducation. L'école, je veux dire. L'éducation, l'école, les parents. On ne laisse pas une console, on ne laisse pas un enfant seul dans sa chambre cloîtré avec sa console. C'est pas Surtout possible. que maintenant, on joue en ligne. Avant, on jouait avec une console, mais on n'était pas connecté au monde. Après, je vous dis, le problème qui se pose actuellement avec les jeux en ligne, comme a dit tout à l'heure mon ami Karim, il a très très bien dit, il y a une industrie derrière où on embauche, parce que le jeu est créé d'un humain pour un humain. Et pour vendre, on cherche le point faible de l'humain. Ça, c'est clair, net et précis. Après, comme il a dit, les neuropsychologues et neuropsychiatres, qu'est-ce qu'ils visent? C'est-à-dire, ils essaient de créer une dépendance. D'ailleurs, actuellement, l'OMS a classé, il y a ce qu'on appelle le trouble du jeu vidéo, c'est une dépendance comportementale. Une drogue, donc c'est une drogue qui touche de 2 à 3%. On peut dire que c'est une drogue. Oui, à un moment, parce qu'il faut faire la différence. Après, se dire, on ne peut pas tout balancer comme ça, parce que quand ça a été annoncé en 2019, il y a eu une réaction passionnelle des joueurs, des gamers, parce qu'il y a des gens qui en vivent. Comme je vous ai dit, c'est une industrie, il y a des journalistes qui sont dédiés à ça, comme tout autre art, comme je l'ai dit. Mais il faut comprendre que ce trouble-là en particulier, c'est-à-dire, il y a un retentissement terrible sur la vie de l'enfant qui l'isole. C'est-à-dire, il ne s'alimente plus, il ne part plus à l'école, il ne reste plus avec, il ne fait rien. Il est dédié donc qu'à la pratique donc du jeu. Et pour revenir aux jeux actuellement qui sont en ligne, il faut savoir qu'il y a on va dire, il y a deux concepts. C'est le free-to-play et le pay-to-win. Quelle est la différence et qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas une gamer. C'est pour ensuite développer. Le free-to-play, parce qu'avant, pour vendre un jeu, on vous vendait le jeu entièrement. D'accord. Vous le finissez, c'est bon. Donc, le free-to-play, c'est une période d'essai? C'est pas le période. On vous donne le jeu. Oui. Gratuit. On vous donne le jeu, il est gratuit, vous pouvez jouer, il n'y a pas de problème. Ensuite, ce qu'on crée, c'est que, si vous remarquez, quand on joue par exemple à Candy Crush, à titre d'exemple, les premiers stages sont faciles. Ça devient de plus en plus difficile. Après, on aime, c'est-à-dire on monte très très vite au niveau, les débuts, donc on monte. Après, ça crée de la dépendance, on est content. Après, c'est là que le danger commence. C'est quand la difficulté commence à augmenter, on vous dit, écoutez, pour passer ce stage, il y a un paiement, par exemple de 200-400 dinars, vous allez avoir tel avantage pour passer. Pour passer le stage. Ça, c'est le pay to. Après, sinon, vous attendez des heures pour pouvoir recharger. Sinon, ça va être difficile de progresser. Et le deuxième, c'est ça le pay to win, c'est qu'on paye. Le pay to win, voilà. Le free to play et le pay to win. Voilà. D'accord. D'ailleurs, on voit actuellement les enfants, quand on voit des parents laisser leur smartphone jouer, par exemple, à, comment il s'appelle, pas PUBG, l'autre, il y a un autre jeu donc de tir, et dans nos kiosques, on trouve qu'il y a des gens, par exemple, l'enfant, il demande des tenues, des armes, histoire de modifier. De ressembler. Après, vous trouvez que le parent accompagne son enfant et avec de l'argent, de la vraie monnaie, donc il lui achète des trucs virtuels, de la monnaie virtuelle pour que l'enfant progresse ou achète. Et après, ça devient, voilà. C'est ça la catastrophe qui est actuellement... sur laquelle on doit zoomer pour ne pas tomber dans ces pièges-là. D'accord. Très bien, merci pour toutes ces informations. On va continuer sur notre sujet. On va repasser sur les films d'horreur avec la rubrique de... Moi. Oui, c'est toi, c'est Mera Hajama, avec Pêle-mêle. Tu veux nous parler de films d'horreur, justement? Oui, un peu du cinéma algérien quand même depuis l'aube du cinéma algérien, voilà. Après le jingle. Inch'Allah. Il y a des films d'horreur algériens? Oui, un peu. Mais sinon, vous êtes cinéphile, sûrement. Oui. Non, là, les jeux sont plus importants. Si, quand même. Donc, je ne sais pas si donc vous êtes vraiment cinéphile, vous avez cette culture ancrée chez vous. Mais on a remarqué depuis l'indépendance, et même avant l'indépendance de l'Algérie, puisqu'il y avait quand même des petites choses qui se faisaient, que le cinéma algérien était, on va dire...
se faisait autour de la révolution algérienne. Pendant plus de 40 ans, on a travaillé surtout sur cette image de révolution, sur ce qui s'est passé, sur les personnages qui ont fait l'histoire de l'Algérie. On est très loin sur le cinéma, on va dire, du colonisateur, du colonialisme. Ensuite, il y a eu celui de l'immigration. On a raconté ce qui se passait parce que les réalisateurs se trouvaient de l'autre côté de l'Algérie, donc de l'autre côté de la Méditerranée, en France principalement. Donc ils racontaient les conditions de vie, eux aussi, parce qu'il y a eu un combat pour la libération de l'Algérie de l'autre côté, c'est-à-dire en France. Et ensuite, on est passé avec, par exemple, des réalisateurs tels que Mirza Aloueche à un cinéma plus social. On s'est intéressé à ce qui se passait dans les cités, ce qui se passait en Algérie, chez nous, avec des problèmes bien algériens. Et ensuite, sont arrivés difficilement. Je dis difficilement, pourquoi? Parce que on n'a pas vraiment ce genre fantastique, angoisse, suspense, thriller, horreur. La frontière est très mince chez nous, on ne sait pas la délimiter. Pourquoi? Parce que il y a la croyance, il y a le mythe qui est ancré, la tradition. Il y a aussi le cultuel, parce que dans la religion musulmane, on parle de djinn, on parle du monde invisible. Et bien nous, dans notre quotidien, il est très présent. Ça commence par l'aïn, ça commence par la peur de l'invisible. On a toujours peur, on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un derrière le miroir. Et ça, c'est traduit parce que c'est selon les... qu'est-ce qu'on aime? On aime ça. On a peur des sorciers, mais on parle des sorciers. Et principalement, ce qui a été produit, malheureusement, c'est pas grand-chose parce que ça demande énormément de budget, énormément d'argent. C'est quelques films qui ont été faits, notamment le premier on va dire, c'est celui de Ashur Kessaï qui est Une main pour une sorcière. Est-ce que vous l'avez vu? Personnellement, non. Vous n'avez pas vu Lella Zouina, qui est Biouna, c'est Beya Bouzar en fait, Biouna, la magnifique Biouna. Donc Biouna joue le rôle d'une sorcière, elle est avec sa fille, il décide de tuer un enfant parce que il semblerait, paraît-il, et c'est jusqu'à aujourd'hui, qu'en roulant le couscous avec une main d'enfant, surtout je ne sais pas comment on le dit en français, Zohri. Zohri, oui. Enfin, il paraît qu'il y a des lignes de la main assez spéciales, c'est pas tout le monde qui les a. Donc, il y a des signes qu'on reconnaît chez un enfant qui font qu'on croit que c'est un enfant qui va porter bonheur, qui va porter chance si on le sacrifie. Si on le sacrifie, mais surtout... Si on garde sa main. On garde sa main, donc on voit Zouina, donc Biouna, en train de rouler le couscous. Le grain de couscous coûte très cher, et c'est réel jusqu'à aujourd'hui. Le film est intéressant, pourquoi? Parce que l'histoire, elle est basée sur une histoire vraie. Le procès a failli provoquer, on va dire, des émeutes. La dame en question, a été condamnée à mort. C'est un fait réel. Et on a eu par la suite La Maison du Diable. C'est un jeune auteur à Hannaba. Bon, c'était, on va dire, une expérience. Il est vraiment jeune. Ensuite, on a eu une collègue qu'on salue d'ailleurs, c'est Yasmine Chouir, qui elle a même été primée. Elle a fait un court-métrage qui s'appelle Djinn. Vous l'avez vu? Non plus. Donc il faut dire que cinéma belek d'horreur. Algérien, bon, je dirais, je suis pas très porté sur cinéma algérien. Vous serez étonné parce qu'il y a de très belles productions. Oui, je ne parle pas d'horreur en général. Donc il y a eu cette tentative de Yasmine Chouir, très belle, très intéressante, mais encore une fois, et c'est là où je vous pose la question, docteur. C'est souvent sur les croyances, la tradition, le djinn, la peur hadia, je ne sais pas comment on l'exprime. Pourquoi elle s'exprime et pourquoi elle existe, pourquoi elle est jusqu'à aujourd'hui. Ce qui nous fait peur, nous, ne fait pas peur, par exemple, aux autres. Oui. Parce que notre vécu, notre culture et tout ça fait qu'on a peur de certaines choses, mais pas d'autres. N'est-ce pas? Effectivement. C'est ce que oui, tu essayes voilà, de dire. Et jusqu'à même adulte, on a encore peur de ça. On a peur de Mouchéaoued. Il y a des émissions de télévision. Parce que quand on parle de ça, il faut savoir que c'est quelque chose qui est ancré dans la société. Il faut savoir que chez nous, dès le petit âge, on parle de ça aux enfants. Après, il y a cette peur de l'inconnu. On ne devrait pas? Personnellement, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour endormir l'enfant, lui parler de monstres et autres, moi je pense que c'est déjà mais dans les contes, vous avez ces monstres déjà. Oui, après, comme je vous ai dit, comme c'est quelque chose qui est ancré dans notre société, il y a cette peur de l'inconnu, comme vous dites. On a peur, par exemple... De l'invisible. De l'invisible. Donc, c'est normal que
Quand quelqu'un, et on revient, quand un réalisateur ou une réalisatrice produit quelque chose, c'est pour atteindre pardon, un public particulier. Il cherche une thématique qui va vous toucher, qui va faire bouger quelque chose en vous. Il ne va pas vous faire quelque chose, quand vous allez la regarder, vous allez, bof, comme je suis rentré, comme je suis sorti. Donc, c'est comme vous dites, c'est exactement ça. Après, quand on parle de ça, pourquoi je vous dis que c'est culturel, si on prenait par exemple, on parlait de la schizophrénie, entre parenthèses, on dit qu'on délire sur ce qu'on connaît, ou bien sur ce qu'on sait. Les mécanismes sont les mêmes, par contre les thèmes sont différents. Quand vous partez aux États-Unis, pardon, on vous dira que je suis poursuivi par des extraterrestres. Oui. Vous venez en Algérie, on vous dira par des djinns. Vous partez en Asie, on vous dira que c'est l'esprit d'un samouraï. Et c'est comme ça que se constitue la chose. C'est pour ça que je vous dis, c'est culturel. Ça se soigne. Évidemment heureusement qu'on soigne la schizophrénie. Non, cette peur, cette angoisse sans être schizophrène. Après, pour parler de soigner, ça doit être de l'ordre du pathologique. Quand vous avez des adultes, pour ne citer personne sur ce plateau, vous avez des adultes qui ont peur du noir, monsieur, après. Oui, un enfant. Voilà. Même à l'oreillette, il y a des personnes qui ont peur du noir aussi. Qui sont obligés de garder une nuit dans le couloir. Voilà, par exemple, quand on est petit ou qu'on a peur du noir, c'est un peu normal, mais une fois adulte et on garde cette peur du noir de ne pas pouvoir circuler dans la maison quand tout est éteint, est-ce que c'est normal? Après, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que ça crée une Ça a besoin d'une thérapie. Parce que voilà, est-ce que ça crée vraiment une véritable détresse? Est-ce que vous faites une attaque de panique? Est-ce que ça arrive au point où vous êtes tétanisé? Il y a des gens où ça arrive. Après, la peur, il faut différencier la peur de la phobie. La phobie, c'est un trouble anxieux. Ça, c'est à part. Et la peur, elle disparaît, la peur. C'est comme le stress et l'anxiété. Le stress, donc c'est un boost, l'anxiété est un frein. Avoir peur d'un examen où on va être boosté pour étudier, c'est bien, mais avoir une anxiété de l'examen de performance où quand on arrive, on est tétanisé et on risque d'avoir un échec, là on parle de ça, c'est un trouble anxieux. C'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. D'accord. Donc c'est un traitement chimique ou c'est juste des consultations thérapeutiques? C'est des consultations. Donc il y a des on en parle et puis après on en parle à un professionnel et c'est au professionnel de juger si c'est un stress, une anxiété, une phobie ou autre chose. Voilà. On va essayer de continuer. Oui, il y a un dernier film qui a été qui a été produit, qui est sorti en 2019, c'est Mime. Donc Mime en arabe, en français M, la lettre M. Le réalisateur est Omar Zred. C'est une équipe de Constantine, la boîte s'appelle Constantin justement, et c'est une histoire qui se passe à Constantine. C'est un groupe de jeunes qui décident d'aller faire une chasse au trésor dans une grotte à Constantine et qui trouve un amas de pierres qui ressemble étrangement à une tombe. Ils décident de déplacer les pierres et finalement il se passe quelque chose, des phénomènes qui se produisent. L'histoire se déroule entre le palais du Bey, une grotte et le hammam. Le hammam est important dans le film. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le scénario est adapté d'une légende urbaine à Constantine. La trame a été cousue sur une femme qui, durant la guerre de libération nationale, a été poursuivie par un groupe de soldats. Elle se serait réfugiée dans un hammam. Elle serait morte ensuite. Il y a eu des allers-retours entre ce hammam par cette femme. Voilà, l'histoire, encore une fois, ça relève de la croyance. Même le contexte, regardez, c'est la guerre de libération, donc il y a un ancrage. On n'est pas encore sorti de ça. Et donc, c'est encore une fois la peur des fantômes, de l'invisible. Voilà. Effectivement, d'ailleurs, juste pour rebondir, quand vous me parlez rapidement, de ça... parce qu'on a une personne au téléphone. Oui. Oui. C'est con. On va rebondir avec la personne au téléphone et ensuite, je vous donnerai la parole. Nous avons avec nous Monsieur Ilyes Ben Ziane. Vous êtes journaliste. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Ça va très bien. Merci beaucoup. Alhamdoulilah. Alors, on parle de films d'horreur, on parle de films d'épouvante. Est-ce que vous êtes fan déjà de films d'horreur? Oui, beaucoup même. Et justement, vous allez nous en parler aujourd'hui. Oui,
oui, bien sûr, parce que justement, ça me fait déjà plaisir que vous consacrez toute une émission à l'horreur et son influence justement sur les enfants, parce que justement, je suis de ceux qui croient que l'horreur est plus le vilain petit canard, on va dire, du cinéma, parce que c'est généralement le genre sur lequel on jette toutes les responsabilités, et tous les problèmes quand il y a des débordements dans la société, etc. Mais alors que pour ma part, c'est un sujet qui est beaucoup plus profond et qui ne dérive pas forcément du genre cinématographique qui est l'horreur. Parce que l'horreur, ça reste un genre comme un autre, ça reste comme par exemple comme la comédie, comme le drame, les cinémas d'action, etc. Et même la genèse de l'horreur est issue justement de graves traumatismes qu'avait subi l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale et qui a donné naissance au cinéma expressionniste allemand qui avait adopté toute une nouvelle manière de jeu, une nouvelle manière de se mouvoir, une nouvelle manière de jouer avec ses yeux exorbités, etc. Ce qui a influencé par la suite les cinémas, les studios américains Universal qui ont contribué à créer par la suite Frankenstein, etc. Mais cependant, il est nécessaire de clarifier une chose, c'est que c'est destiné à un public averti. C'est que justement, entre de mauvaises mains, ces films-là peuvent avoir une sorte de déclic ou peuvent avoir une seconde lecture qui, à la base, n'existait pas justement dans ces films, comme ça a été le cas d'une étude que j'avais fait tout récemment sur plusieurs établissements scolaires ici au niveau d'Oran. Donc, j'avais plus ou moins parcouru 5 établissements et j'avais posé la question à des jeunes élèves, garçons ou filles, justement, quels étaient les films qui les ont les plus fascinés et pourquoi. Et justement, contre toute attente, j'avais eu de la part d'une fille qui m'a cité justement une nouvelle série, je ne sais pas si vous l'avez vue, c'était la série Dahmer. On en va en parler dans la rubrique de Wahida Salim Cherif, oui. Ah, justement. Je ne sais pas si je peux en parler ou pas. Quelques petites informations, mais ne spoilez pas tout. Je ne vais pas parler de la série en elle-même. D'accord. Pourquoi? Parce que justement, cette personne avait cité justement cet exemple-là comme la meilleure chose qu'elle ait vue de sa vie, alors qu'elle n'avait que 14 ans, alors que la série est limitée à 18 ans. Et oui. Donc, contre toute attente, je me suis dit, pourquoi vous avez apprécié cette série sans pour autant basculer dans le jugement. Et elle a commencé à justifier les horreurs commises justement par ces personnages, parce que quand même c'est adapté d'une histoire vraie d'un tueur en série qui avait fait des choses horribles. Donc pour ne pas citer exactement point par point, et donc elle m'avait dit justement c'est la société qui l'avait poussé à faire cela, etc. Elle avait commencé plus ou moins à justifier un peu chaque chose en le rendant presque comme la victime de l'histoire. Oui. Alors que justement la série, il faut le rappeler, elle est interdite en moins de 18 ans. Ce n'est pas pour rien. Il y avait par exemple certains parents que je connais personnellement qui m'avaient dit non, c'est bon, mon enfant il a pu la voir parce qu'elle n'est pas très violente d'un point de vue graphique. Mais cependant, on a justement cette fâcheuse tendance à réduire un film justement uniquement à sa violence graphique, donc à sa violence visuelle. Alors que pour ma part, c'est celle qui est la moins néfaste. Parce que la violence psychologique, elle est encore plus impactante. Parce que, étant donné qu'elle n'a pas de limite, on peut imaginer le pire. Et donc justement, cette série, étant donné qu'elle ne montre pas beaucoup des crimes justement de cet homme, elle va justement laisser place à l'imaginaire du spectateur pour se faire sa propre idée. Et donc, automatiquement, vous avez un petit peu fait la rubrique de Wahida Salim Cherif. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Merci encore, Monsieur Elias Benziani, pour votre intervention. Merci encore. Et tout de suite, nous allons passer à la rubrique de Wahida Salim Cherif avec WeShare. Dahmer, on en parle toujours. Oui. C'est un phénomène qu'on a tous entendu parler ces derniers temps. Ceux qui n'ont pas entendu parler de Dahmer, tant mieux pour vous. Tout simplement, il s'agit de qui? Il s'agit d'un tueur en série américain. On a mis sous les lumières, je dirais, mais normalement je ne devrais pas dire ça comme ça, avec une plateforme en streaming. Elle a vraiment mis le personnage en avant et du coup,
ça a donné un coup de pub et on parle, on valorise. Et... il a dit, l'élève lui a dit, c'est la société qui l'a poussé à faire ça, alors que c'est des crimes abominables. Parce que justement, en fait, je vais vous parler d'un phénomène qu'on est en train d'observer ces 2 dernières années, beaucoup plus depuis la pandémie, c'est les crimes réels. C'est toujours quand même des vidéos de crimes réels. Les enquêtes de crimes et tout ça. Voilà. Donc, il s'agit d'un phénomène très apprécié sur les réseaux sociaux. Donc, il faut savoir que c'est des courtes vidéos de 15 minutes maximum. Ça peut aller moins. Où le crime réel est illustré par des photos, des vidéos, des témoignages. Tout simplement, parce que maintenant, ils se font appeler enquêteurs et enquêtrices. L'image, on voit Dahmer, la vraie photo et l'acteur. Voilà. Très grande ressemblance. On va revenir sur Dahmer un peu à la fin avec le docteur qui est présent, parce que c'est très important. Par rapport au crime, on a toujours vu dans les cinémas, dans des livres, des histoires criminelles un peu sordides et tout, mais récemment sur nos écrans, vous imaginez, parce que là, on doit vraiment être à jour. Et du coup, les enquêteurs, enquêtrices qui se mettent à la page, ils essaient d'aller faire vraiment le travail d'un enquêteur, d'aller récupérer des photos, enregistrer des enregistrements avec les familles des victimes ou les familles des tueurs en série. Ils récupèrent aussi, en fait, à l'étranger, ils ont plus d'accessibilité sur certains dossiers sensibles. Par exemple, quand on fait des enquêtes avec des criminels, on les enregistre. On les enregistre et après... on les récupère et on les décrypte, on les traduit. On a même des photos des crimes, des scènes de crimes qui sont partagées sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi le crime nous fascine autant ? J'ai lu vraiment une étude qui a été réalisée aux États-Unis récemment. L'une des premières raisons pour laquelle le true crime, le crime réel, est tant apprécié, c'est que l'enquête, en fait, on cherche le besoin de comprendre pourquoi l'assassin a effectué cet acte. On cherche à justifier les actes de l'assassin ou de... Parfois, ça peut être tout simplement des personnes enlevées, on finit par les tuer. Et... en fait, on pose beaucoup de questions philosophiques, d'ordre philosophique, sociologique aussi, de la mentalité des victimes et de... On est loin de Colombo, hein. Oui, c'était soft. Hein. On le suivait dans l'enquête et tout, c'est vraiment... Et avec tout, vous allez voir que ça a changé depuis quelques années. Les gens ils réussissent à élucider et à trouver des criminels, des preuves, des criminels, des témoignages. Je vais vous donner un chiffre selon une étude américaine réalisée en 2018. 73% des consommateurs des true crime, des vidéos avec des crimes réels, sont des femmes. Donc, il y a 73%. Selon la même étude, ces histoires procurent aux téléspectatrices ou spectatrices de ces vidéos les informations dont elles ont le sentiment qu'elles pourraient les aider à échapper à un potentiel agresseur. Oui, voilà. C'est pour se protéger surtout. Exactement. Donc, il y a une autre raison qui explique le succès des crimes réels en ce moment, c'est impliquer le public, comme j'avais dit, dans les recherches, dans les enquêtes. Tout simplement, il y a des enquêtes qui n'ont pas été clôturées ou bien tout simplement elles se sont passées il y a une décennie. On les remet, on les réouvre, il y a des témoignages, il y a des personnes qui se proposent enquêteurs bénévoles pour essayer de trouver... Affaires non classées. Il y a des séries qui passent. Des affaires non classées qui ensuite trouvent des solutions, sont élucidées grâce à la diffusion. Ça se passe sur les réseaux sociaux, sur les plateformes qu'on est en train de trouver. Mais bien sûr, ce n'est pas destiné aux enfants. Par contre, la même étude nous met en garde. Alors, il faut consommer ce type de vidéos, si je peux dire ça comme ça, ou de programme, parce que maintenant c'est un programme, avec modération, car selon cette récente étude publiée récemment, d'exposition aux faits divers comme les meurtres, les attaques ou autres, donc augmente la violence parmi les jeunes, augmente aussi le nombre de victimes. Et aux États-Unis, il n'y a que des tueries de masse, par exemple. Alors que c'est les premiers producteurs de jeux vidéo et de films. D'accord, oui. Voilà, justement. Donc, il paraît qu'aux États-Unis, ça contribue énormément au taux élevé de tout ce qui est criminalité. Pourquoi ? Parce que donc, alors, évitons non, pas évitons. Pour les adultes, avec modération. Avec modération. Et pas pour les enfants. Je reviens sur Dahmer rapidement par rapport à l'acteur. Vous avez vu, il a super bien joué. Je pense que vous l'avez tous regardé, Dahmer, que ce soit sur le reportage ou la série. Moi, j'ai vu plusieurs reportages dessus parce que j'étais curieuse. Voilà, exactement. Et il faut savoir que l'acteur, lorsqu'il a interprété le rôle, jusqu'à maintenant, il se fait suivre par des professionnels de la santé. Il se rend malade. Donc moi, je ne comprends pas quand les parents se disent « Mon fils chef, il n'a pas eu peur ».
L'acteur lui-même en souffre, alors voilà. Donc imaginez. Donc faites attention à quoi vous exposez vos enfants. Merci à tous ceux qui ont intervenu aujourd'hui. Merci à vous, Dr Shawqi Kitoun, vous êtes pédopsychiatre. Merci pour votre intervention. Merci à Karim Nate Medjani, président de l'association Danger Écran, formant et informant, et aussi au journaliste Elias Benziane, qui a intervenu aussi dans l'émission. Merci les filles, on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, 10h30 en direct. On vous attend. Au revoir, bon week-end.